audition du vrai Ségur de la santé. Je vous le rappelle, un événement qui va s'étaler jusqu'à fin mars, qui a débuté le lundi 14 février, le vrai Ségur de la santé. Laboratoire d'idées, laboratoire de propositions pour aider nos dirigeants à piocher au bon endroit pour organiser la santé de demain. C'est très ambitieux, c'est très large, on essaye de rien oublier. Il était impossible de ne pas aborder la question formation. Ma seule inquiétude, c'est qu'on n'ait pas assez d'une audition pour cela. Mais s'il le faut, on en rajoutera, il n'y a pas de souci. Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce créneau de 12h15. On n'est pas très nombreux pour le moment dans le Zoom, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On avance. De toute façon, chaque Zoom est ensuite disponible sur la chaîne YouTube. Donc, normalement, la logistique interne mettra ça en ligne pour que ce soit disponible pour tout le monde. Alors, un plateau idéal aujourd'hui. Donc, je vous présente très rapidement et vous vous présenterez, vous, quand vous prendrez la parole. Emmanuel Dastor, qui fait partie même de l'organisation du vrai Ségur de la santé, qui est à la tête avec d'autres, je crois, il va nous l'expliquer, du collectif PASSLAS, qui se focalise sur la réforme des études de santé. On parle là des étudiants de santé en médecine. J'ai aussi l'immense plaisir, parce qu'elle a répondu très facilement, tout de suite, sans poser de questions, comme j'aime. On a avec nous Sophie Chaubron, cadre à l'IFSI de Montluçon. Vous comprendrez donc qu'on abordera avec elle les problèmes et les propositions qu'on a à faire pour la formation des paramédicaux dans leur ensemble. Et enfin, nous avons avec nous la fondatrice d'une association de la Ligue, mais que je vais mal présenter. Donc, s'il te plaît, Emmanuel, présente-nous la troisième oratrice. Et je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas assez révisé. Emmanuel, je te remercie de présenter. C'est Laurence Marbach qui attendez, coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Vas-y, Emmanuel. Laurence Marbach qui a créé la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine. Elle vous racontera pourquoi elle a créé ça. Et qui a accepté que j'ai contacté il y a 3 jours pour pouvoir aborder avec elle notamment les formations du 2e et 3e cycle. Super. Voilà, pour qu'on ait une vision un peu plus large de la formation. Voilà. C'est vraiment bien. Évidemment, on va pas aborder la formation de tous les professionnels de santé, mais on va dire que là, on aborde quand même des professionnels importants et incontournables. On pourrait imaginer qu'on aborde la formation de tous les autres professionnels. On essaiera de faire au mieux. C'est en tout cas une première pierre. Merci beaucoup, Laurence, d'être là. Est-ce que Laurence, elle nous a rejoint, Emmanuel? Elle est là, oui, Laurence? J'ai vu son nom. Ok. Oui, alors, je suis là. Okay. Enchanté, Laurence. Excusez-moi j'ai préféré que Emmanuel vous présente, qu'il le fasse bien plutôt que moi. Je vous prie de m'excuser. Je vais vous demander de vous présenter, même si c'est une première présentation, je vais vous demander de prendre la parole à tour de rôle. La seule chose que je précise pour cette audition, c'est qu'on doit essayer d'en sortir des propositions. Ça veut dire que le déroulé sera des prises de parole successives que j'animerai ou pas. S'il n'y a pas besoin, je vous laisse discuter entre vous. J'essaierai de faire le lien. Ce que je voudrais, c'est que le dernier quart d'heure ou même les dernières 10 minutes, parce que par expérience, on n'a pas besoin d'un quart d'heure, les dernières 10 minutes soient consacrées aux questions des gens qui sont dans le Zoom. Et nous, 5 minutes avant les 10 minutes, donc à un quart d'heure de la fin, j'aimerais qu'on soit capable de dire concrètement, proposition 1, proposition 2, proposition 3. C'est un brouillon, mais c'est pour nous obliger à aiguiser notre propos. Eh bien, écoutez, Laurence, je vous ai en face de moi. Je vous laisse vous présenter bien, nous expliquer qui vous êtes à l'Assemblée. Voilà. Et encore une fois, merci pour votre réactivité. Vous l'avez compris, on fait tout ce qu'on peut pour être le plus professionnel possible, mais bon. Eh bien, bonjour à tous les participants. Donc, je suis Laurence Marbach. Je suis effectivement la présidente de la LIPSEM, la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine. C'est une association que j'ai créée le 2 mai 2020. 1 an jour pour jour après le décès de ma fille qui était interne en médecine suite à épuisement professionnel. 1 an après sa mort, on a constaté que malheureusement, les suicides d'étudiants en médecine se succédaient et que rien n'était fait pour essayer d'enrayer ce fléau. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé cette association qui se veut citoyenne
On a plusieurs axes de travail. Un premier axe qui est de faire connaître auprès du grand public cette question qui est très, très mal connue de la souffrance des étudiants en médecine et plus largement des étudiants en santé. La deuxième, c'est d'agir pour essayer de faire des propositions et c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis, il y a un troisième volet qui consiste à accompagner les victimes, soit en les réorientant vers des structures qui sont capables de les aider en fonction de leurs problématiques, mais on est également un lieu de parole et d'échange pour les parents, les familles qui subissent la souffrance de leurs enfants, qui parfois, comme moi-même je l'ai été, se trouvent endeuillés et qui se trouvent aussi dans des situations d'isolement absolument épouvantables. Voilà globalement ce que fait mon association et pourquoi je suis là. Merci pour cette première introduction et présentation, Laurence. Je me permets de vous appeler Laurence, hein. Vous m'autorisez? Oui. Bon, merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec Sophie, hein, Emmanuel, honneur aux dames quand même, c'est la moindre des choses. Sophie, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je suis infirmière depuis 1996 et je suis cadre de santé depuis 2009 et formatrice depuis 2017. Donc, j'ai un parcours un petit peu dans plein de services différents. Essentiellement, j'ai fait 15 ans en psychiatrie. Donc, voilà un petit peu mon parcours et depuis 2017 en IFSI à Montluçon. Un petit IFSI, mais quand même qui rencontre ses difficultés comme tous les IFSI, je pense. Et entre autres avec une augmentation de l'effectif des premières années de l'année dernière suite au Covid, qui n'est pas simple non plus, et avec aussi un recrutement par Parcoursup qui complique beaucoup les choses. Voilà à peu près. Bon, j'en profite, Sophie, j'en profite quand même pour te poser deux questions. Je n'ai pas bien compris le lien entre le Covid et l'augmentation d'effectifs. C'est des études qui ont été reportées? Non, pas du tout. C'est parce qu'il a fallu augmenter, les ARS ont demandé d'augmenter les effectifs suite à un manque d'effectifs dans les services, en fait, tout simplement. Et vous avez réussi? On a augmenté notre effectif, mais après, on rebaisse l'année prochaine parce qu'on ne peut pas non plus augmenter les effectifs comme ça parce que les murs, on ne peut pas les pousser les murs. Et puis, voilà. Alors ça, c'est quelque chose de très important, je voulais en parler parce qu'en fait, effectivement, quand on dit qu'il faut augmenter le nombre de postes, et moi je suis le premier à le dire, il faut augmenter le nombre de postes, et puis en fait, ces derniers temps, je me suis dit, oui, mais attention, est-ce qu'on est en capacité de former tout le monde? Merci, on revient tout de suite. Emmanuel, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc moi, j'appartiens au collectif national PASLAS qui est né d'un conglomérat de collectifs régionaux qui se sont formés à la suite de la mise en place de la réforme PASLAS l'année dernière. Attends, je suis en Zoom. Alors, je suis désolé. Donc, le principe, bien, ce sont des parents qui ont décidé d'aider leurs enfants qui étaient en souffrance l'année dernière par rapport à cette réforme et à cette application, de défendre leurs droits, défendre leur chance d'accéder à leur vocation et de lutter contre un système mis en place et des procédures mises en place au niveau des facultés et même du gouvernement qui ne leur a pas facilité la tâche l'année dernière, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà sur le principe. Et bien sûr, on a des luttes à faire, mais aussi des propositions pour améliorer tout ça. Bon, d'accord. Est-ce que pour le moment, on procède comme je fais un petit peu, je pose quelques questions, puis on fait un tour de table. Est-ce que ça vous convient comme ça, ou vous préférez que chacun faire à laïus? Non. On fait comme ça. Bon, alors, je dirais, Emmanuel, qu'on va juste arriver aux études de médecine juste après, mais moi, je voudrais faire un petit focus sur Parcoursup. Même si, du coup, Laurence, ce sera peut-être un tout petit peu moins son sujet, on n'ira pas très loin. Aujourd'hui, ma question est la suivante, très objectivement. Il y a toujours eu un concours d'infirmière, ça a toujours existé. Sauf depuis 2 ans. J'y arrive. Avant Parcoursup, il y avait un concours de médecine et il y avait un concours d'infirmière. Bon. Donc, les étudiants qui voulaient faire ces professions-là s'inscrivaient dans des écoles d'infirmières, passaient un concours, faire médecine, c'était pareil. Et il y a Parcoursup qui arrive. Alors,
expliquez-moi rapidement à tour de rôle la problématique nouvelle que ça implique et quelle serait la solution. Je vais conclure tout de suite mon avis. Puis vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je pense qu'il faut un moratoire de Parcoursup sur les études de santé. On arrête Parcoursup. Stop, poubelle. Petite anecdote personnelle, je déteste faire ça. J'ai une fille qui est en première année post-bac, qui a été excellente toute sa vie. Parcoursup, mention très bien au bac, 17 domaines général. Elle n'a pas été reçue pour faire une fac de médecine publique. Donc, c'est quand même des choses qui existent en vrai. Hein. Donc, alors, c'est pas très vrai parce qu'en fait, elle était prise avec une mineure qu'elle ne voulait pas, la mineure la plus redoutée. Donc, il y a un vrai souci. Donc, question à Emmanuel et Sophie. Et Laurence, on arrive vers vous tout de suite. Parcoursup, rapidement, quels sont les problèmes surajoutés et quelle est votre proposition là-dessus? Alors, je vais commencer parce que comme je vais rebondir sur ton expérience justement. Donc, Arnaud, bienvenue dans le collectif PASSLAS pour défendre les chances de ta fille. Oui, c'est un vrai problème Parcoursup pour les études de santé puisqu'effectivement, aujourd'hui, vous savez qu'on ne demande pas juste une formation de médecine, mais on prend aussi une mineure. Donc, le parcours licence. Supplémentaires. Et donc, il y a un nombre de places réduit pour chacun de ces parcours. Et donc, quand on s'inscrit à Parcoursup en médecine, eh bien, on s'inscrit pour l'ensemble des parcours. Et c'est l'algorithme Parcoursup qui va, lui, après, choisir où vous allez vous retrouver. Et donc, vous allez peut-être vous retrouver dans une mineure qui ne vous intéresse pas du tout. J'imagine. Emmanuel, c'est pas que tu n'expliques pas bien, mais je précise quand même. Quand on dit mineur, ça veut dire qu'on dit aux étudiants, vous voulez faire santé, donc vous avez une matière principale santé, et la mineure, il faut bien que tu expliques. C'est que ça peut être philosophie, histoire géo, sport, physique, chimie, pharmacologie, sanitaire et sociale. Droit. Vous imaginez la pluralité du choix, vous imaginez aussi que les mineurs ne sont pas égales entre elles en termes de charge de travail, ce qui pose un gros souci. Donc, ce qui fait en fait un concours dans le concours. C'est-à-dire qu'il faut déjà accéder à santé, et puis après, il y a une sorte de concours au sein de chaque mineur. Voilà, excuse-moi, je te rends la parole tout de suite. Parce que comme on est dedans, nous mineurs, bon voilà. Ce que tu viens de dire là, c'est exactement le propos que j'aurai après, justement pour parler des inégalités de chance entre les uns et les autres. Mais voilà, donc le principe, c'est qu'on peut se retrouver dans un autre parcours, parce qu'il faut savoir que maintenant, le PASSLAS, c'est le nouveau concours de médecine, c'est un double cursus universitaire. C'est un cursus universitaire de santé, et un cursus universitaire qui est autre, qui ne dépend pas de la fac de médecine, mais qui va être dans la fac de lettres, de sciences et de droit, par exemple. Donc voilà, et c'est un gros problème, effectivement, puisque les jeunes qui peuvent se retrouver, quand ils ont leur réponse, dans quelque chose qu'ils ne voulaient pas, leur 5e choix, leur 6e choix, et ça pose un gros problème après sur leur possibilité de réussir leurs études. Voilà pour le Parcoursup en médecine. Parce que, Emmanuel, juste, mais tu allais peut-être en parler après, il faut bien expliquer que si jamais l'étudiant n'est pas pris en médecine, mais qu'il a la moyenne à sa mineure, qui peut être droit, histoire géo, sport, etc., il passe en 2e année de licence de cette mineure, ou en première année, je ne sais pas comment c'est considéré, en 2e année. Deuxième année. Il se retrouve en 2e année de philosophie, il voulait faire le concours de médecine, ou en 2e année de psycho, il voulait faire médecine. Et là, il a en théorie la possibilité de repasser à la fin de cette année-là une épreuve. Mais ce que là où je voulais attirer. Donc, en fait, déjà, le terme mineur, Emmanuel, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais déjà, le terme mineur est un peu une arnaque. Ce n'est pas une mineure. C'est pas une mineure. Ça peut être ton futur métier, en fait. Enfin, ton futur axe d'études. Je caricature. Voilà. Bon. Merci beaucoup pour cette. Voilà. Alors, même question à Sophie. Impact de Parcoursup sur les études pour les paramédicaux. J'ai honte de te demander, Sophie, mais il faudra me redire si ça correspond aussi aux aides-soignants. Oui, IFSI, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Alors, problématique et solution. Alors, problématique, c'est qu'on est en train de recruter des personnes pour traiter de l'humain via un algorithme. Donc là, moi, il faut m'expliquer comment on fait parce qu'on ne sait pas qui on a affaire en face de nous. On ne sait pas si ce sont vraiment
les élèves de terminale qui ont bien rempli leur Parcoursup, parce que des fois, on se pose la question entre ce qu'on a pu lire sur Parcoursup et ce qu'on a en face de nous, c'est complètement différent. Donc, c'est parce que ce n'est pas un choix parental plutôt que vraiment le choix de l'enfance. On peut se poser la question aussi. Sophie, il y a la lettre de motivation. Il y a quand même une lettre de motivation. Hein. Oui, mais c'est pareil, n'importe qui peut la faire, la lettre de motivation. Ce n'est pas forcément l'étudiant. Hein. Donc, ce qu'il faut, je pense que c'est remettre un oral motivationnel pour savoir qui on a en face de nous, qu'est-ce qu'ils attendent vraiment de ce métier, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans ce métier, et puis peut-être aussi savoir s'ils sont faits pour ça, quoi, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que tous les deux, vous êtes d'accord pour un moratoire de Parcoursup sur les études de santé? Bah, c'est clair. Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. Bon, première proposition pour les scribes. Moratoire, bon, je l'ai déjà annoncé un peu quand j'étais en colère. Ok, bon. Alors, on va passer la parole à Laurence tout de suite. Là, Laurence, on vient d'aborder déjà la difficulté pour entrer dans ces études. Est-ce que, Laurence, vous pourriez nous faire une petite synthèse des principales difficultés sur lesquelles vous avez fait un focus, et d'emblée, hop là, excusez-moi, je reçois des coups de fil, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation sur les focus, sur des choses, des points compliqués que vous avez mis en évidence, et peut-être nous faire 2-3 propositions déjà, sans tout balayer, hein, Laurence, mais pour qu'on puisse avancer. Alors vous allez représenter, si j'ai bien compris, les externes, première à la 6e année de médecine, puis les internes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'attractivité et le bien-être, bien sûr? Je dirais qu'améliorer l'attractivité à ce stade aujourd'hui, ce n'est pas trop le sujet. Hein. Il y a un nombre considérable de jeunes qui veulent s'engager dans les études de santé. C'est d'ailleurs ce qu'Emmanuel et Sophie viennent de dire, hein, sous une autre forme. Ce que ces jeunes ne savent pas, c'est que passé ce premier cycle qui est déjà extrêmement compliqué et difficile, les choses ne s'améliorent pas. C'est-à-dire, et là, moi, je vais plutôt me centrer sur le 2e et 3e cycle de l'externat et de l'internat. Je vais vous donner quelques chiffres, comme ça va vous donner très vite une idée de la question. En 2021, une enquête a été menée sur la santé mentale des étudiants en médecine, 1er jusqu'au 3e cycle. Un quart déclarent subir des humiliations. Un quart déclarent subir du harcèlement. 67% déclarent un burn-out. 52% des syndromes d'anxiété et 25% des épisodes dépressifs caractérisés. Voilà pour ce qui concerne leur santé mentale. Je vais citer d'autres chiffres. Il s'agit là d'une enquête de 2020 centrée sur la question du temps de travail des internes, donc le 3e cycle, sachant qu'une 2e enquête a été menée par le ministère de la Santé lui-même sur le même sujet qui aboutit à peu près au même résultat. La loi, elle dit quoi sur le temps de travail des internes? Elle dit que les internes doivent travailler 48 heures par semaine en moyenne. On est déjà bien loin des 35 heures habituelles que couramment, en tout cas, nous entendons en France. Ces 48 heures sont décomptées en 8 demi-journées par semaine, dont 2 qui sont consacrées à la formation. La réalité qui a été dévoilée par cette enquête, c'est que la moyenne de temps de travail d'un interne est de 58 heures par semaine, soit 10 heures de plus en moyenne que le temps légal maximum. Et pour 10% d'entre eux, cette moyenne est supérieure à 79 heures par semaine. Je parle bien de moyenne. Pour 60% d'entre eux, cette moyenne est à 60 heures par semaine. 30% d'entre eux ne peuvent pas prendre leur repos à la suite d'une garde. Et 11% seulement réussissent à utiliser leur temps de formation. Je rappelle quand même que les heures de travail d'un interne, ce n'est pas rien. Hein. Ce sont des heures, pas derrière un bureau. On est confronté à la souffrance, à la mort et, je le rappelle, on est jeune, en formation. On n'a pas encore l'expérience suffisante pour pouvoir avoir le recul nécessaire pour affronter tout ça dans de bonnes conditions quand on travaille à ce niveau-là. Dernier chiffre, il s'agit d'une enquête sur les violences sexistes et sexuelles. Celle-là est centrée sur les externes. Elle date de 2021. 38% des étudiants ont subi des agissements sexistes. On arrive quasiment à 50% lorsqu'il s'agit des jeunes filles. 10% seulement signalent ces agissements.
Et ces étudiants ne le signalent pas parce qu'ils considèrent que ça ne sert à rien. Et là, j'aborde vraiment le sujet de l'omerta. Donc, je pense que sur ces sujets-là, quand même, ces chiffres démontrent qu'on est dans un dispositif qui, s'agissant des externes comme des internes, finalement conduit à sacrifier leur santé, voire leur vie. Parce qu'il y a quand même aussi un mort chaque mois en France d'étudiants en médecine. 1 par mois. Et encore, ce n'est qu'une estimation puisqu'il n'y a pas d'observatoire. Voilà pour les constats. Alors, les propositions, elles sont multiples. Je ne sais pas si on va y venir maintenant, mais je pense que la première des violences qui est faite à ces étudiants, c'est d'abord le temps de travail. C'est clair. Parce que quand on travaille trop, qu'on ne prend pas soin de soi, eh bien, on ne peut pas soigner les patients et ça conduit donc à des erreurs médicales. Après, j'ai d'autres propositions. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur toutes ces questions-là. Merci Laurence pour ces chiffres. Merci Emmanuel et merci Sophie pour ces informations et ces chiffres véritablement, effectivement, comme dit Frédéric, effrayants. Alors, Frédéric, je vois qu'il est en train de discuter, qui est en train de commenter, Frédéric Pain, médecin généraliste qui a déjà été auditionné dans le cadre du collectif. Je me demande, Frédéric, si on n'est pas un peu victime ici, parce que je me mets en situation. Moi, je suis beaucoup au bloc opératoire, je veux des externes. Je me demande quand même si l'esprit carabin n'est pas quand même quelque chose qui peut être drôle, tant que ça signifie association d'étudiants, réseau d'étudiants, festivités autour des études de médecine, entraide, ce qu'on appelait à Ronéo quand on était étudiant, entraide. L'esprit carabin, c'est quoi? C'est se retrouver. L'esprit carabin, c'est aussi un peu humour potache, humour un peu lourd, graveleux. Ça devient nettement moins drôle si ça bascule vers ces choses-là. Je ne fais pas un lien direct entre les deux, mais il est certain qu'au nom de l'esprit carabin, peut-être qu'on a eu tendance à faire des choses ou accepter des choses inacceptables. Ça, c'est clair. Et il y a clairement, dans ce que j'entends dans votre propos, notamment Laurence, un vrai problème de sacralisation, quoi. C'est sacré d'être externe ou interne, femme en l'occurrence, mais je suis certain qu'il y a des contre-exemples avec des garçons. Il y a une désacralisation un peu des êtres, de ces internes et des externes qui est juste lamentable. Alors, bon, je vais essayer de faire une synthèse de tout cela. Finalement, je me dis que plutôt que de les faire à la fin, les propositions, il faut peut-être les faire au fil de l'eau, c'est peut-être mieux. C'est très intéressant ce que vous avez dit, Laurence. Évidemment, il n'y a pas le même problème d'attractivité en médecine que pour les paramédicaux. Donc, en fait, Laurence, vos propositions, c'est surtout de faire en fait un focus et une sorte de carnet de route, une sorte de livre sacré de l'étudiant en médecine interne-externe, avec des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça, il faudrait que tous les doyens de France s'engagent à le signer. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que ça vous semble pertinent, Laurence, une sorte de carnet de bord de l'externat, de l'internat, sacré, avec des règles d'or, en termes d'horaire de travail, de comportement, de ce qu'on peut supporter, pas supporter, de s'assurer, dans les facilités qu'on aura à faire ces études. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent, le faire signer par les doyens? Alors, quelque chose a été fait déjà à l'initiative de la conférence des doyens. Il s'agit d'abord, il y a eu un plan d'action qui a été mis en place, signé devant les ministres, mais qui n'a pas donné lieu derrière à beaucoup d'actions, en tout cas pas très vite. Mais en revanche, ils ont mis en place avec les directions de CHU un dispositif de signalement des maltraitances, bon, qui est récent, donc on n'a pas de recul, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, je pense que quand même, il y a des lois. Voilà. Le temps de travail, il est régi par un arrêté, c'est très clair. Il est régi aussi par des lois européennes. Et ne pas respecter le temps de travail, c'est de la délinquance. Voilà. Concernant la maltraitance, le harcèlement, c'est pareil. Il y a des lois. Et moi, je ne vois pas pourquoi l'hôpital serait une zone de non-droit. Et ces lois, elles doivent être appliquées. Moi, je crois que les délinquants doivent être condamnés. Et je ne parle pas de condamnation des hôpitaux, de condamnation financière comme celles qui ont été évoquées par notre ministre de la Santé. Moi, je dis que ce sont des condamnations disciplinaires et pénales et qu'il faut absolument protéger les victimes. Donc, si le temps de travail n'est pas respecté, le patron d'un établissement hospitalier est responsable pénalement.
Si les faits de harcèlement sont constatés, les auteurs de ces faits doivent être condamnés pénalement et isolés immédiatement et condamnés sur le plan disciplinaire par leur employeur. Voilà. Laurence, il y a quelque chose dont je suis certain que vous êtes au courant. Quand on est interne de spécialité, qu'on aspire à faire une carrière à l'hôpital, d'avoir un poste de chef de clinique, peut-être même qu'on rêve de faire un master, une année à l'étranger pour faire une thèse de sciences et avoir un avenir universitaire. Parfois, il y a plusieurs internes en compétition. Clairement, la sélection, elle va se faire sur l'implication et les étudiants, les internes sont jugés là-dessus, celui qui va bosser plus que l'autre. C'est quand même beaucoup les doyens, ça. Hein. C'est les doyens qui doivent aussi régir la règle des agrégés de spécialité. J'ai en tête, je ne sais pas pourquoi, je pense aux internes de chirurgie, par exemple, à qui on demande des trucs complètement délirants. Moi, je crois que les doyens doivent s'engager aussi. Non, vous êtes d'accord avec moi, Laurence? Oui, mais moi, je pense que c'est un engagement commun des doyens et des patrons d'hôpitaux. Voilà, oui, très clairement. Les deux sont conjointement impliqués sur cette question-là. Ce que je constate depuis 1 an, c'est que progressivement, les doyens viennent sur ce sujet-là et commencent à s'engager. En revanche, du côté des hôpitaux, je ne vois rien venir. Voilà ce que je voulais dire. Mais effectivement, c'est alors, attendez, ça, c'est important. Ce que vous venez de dire là est très important pour nos scribes. Parce que à l'heure actuelle, ça n'avance pas. Non. D'accord. Non, ça n'avance pas. D'accord. Sophie, il manque de paramédicaux dans les hôpitaux. Oui. Quels sont les obstacles à l'embauche, on a compris, enfin, entre guillemets à l'embauche, après, sur le déroulement des études, c'est quoi les obstacles et qu'est-ce qu'il faut faire comme proposition? Les obstacles, c'est de part déjà des postes infirmiers qui sont par service, parce que si de plus en plus, on diminue les postes infirmiers de toute façon dans les services, la prise en charge, elle se fait où une infirmière avant avait en charge 5 à 10 patients et que maintenant, elle se retrouve à être sur 10, 20 patients. Donc, obligatoirement, le problème, il est là, c'est juste le quota qui a été diminué dans les services. Les départs en retraite ne sont pas remplacés. Les arrêts maladie ne sont plus remplacés. Et donc, on pallie au manque sans arrêt. Donc, voilà, le problème, il est là. Hein. Après, l'attractivité, j'ai envie de dire, on a des étudiants hyper motivés pour faire ce métier. Donc, tant mieux, parce qu'ils sont... ils en veulent, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans les services et tout. On rencontre des étudiants qui ont la niaque, quoi, qui ont envie de se faire ce métier et c'est chouette. C'est chouette. Avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Sophie, nous on a comme chiffre entre 20 et 30% d'abandon d'étudiants paramédicaux. Est-ce que c'est la réalité, ça reflète la réalité? Et si c'est le cas, quelles sont les raisons justement de ces abandons? Alors, il y a déjà les abandons de ceux qui se rendent compte de ce que c'est que la profession, qui sont arrivés un petit peu là par hasard, ce que je disais par rapport à Parcoursup, ils sont arrivés et puis ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas fait pour eux. Donc là, ils abandonnent. Il y a le problème financier aussi. Certains étudiants qui ne peuvent plus continuer leurs études parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à vivre à côté, en fait, tout simplement. Et puis des abandons parce qu'ils se rendent compte que c'est trop difficile, ouais. Alors, les abandons, Sophie, ça, c'est un gros souci. Après, il y a des reports. Il y a des reports. Il y a des reports. Faut prendre. Alors, c'est pas trop abandon parce qu'il y en a qui reportent, qui suspendent leur formation un temps, le temps peut-être de renflouer les caisses, tout simplement parce qu'ils peuvent pas, pour l'instant, ils ont besoin de travailler un petit peu pour pour pouvoir vivre à côté. Donc, c'est des reports, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, il y a ceux qui sont jeunes, qui se rendent compte que finalement, c'est peut-être pas fait pour eux ou qui préfèrent attendre, et donc ils reportent la formation. Donc, c'est pas tout à fait de l'abandon. Moi, je trouve que 20 à 30%, c'est énorme en termes d'abandon. Alors, est-ce que c'est que de l'abandon ou c'est aussi du report? Je ne sais pas vos chiffres. D'accord. Bon, ouais, c'est des chiffres qu'on a vu circuler plusieurs fois, mais effectivement qui mériteraient d'être affinés parce que ça représente quand même énormément. Sophie, j'ai des enfants adolescents, moi, donc je sais qu'en fait, en première et en terminale, même si ce n'est pas en troisième, ils peuvent faire des stages ou en seconde, des stages d'immersion. Quand tu dis ils découvrent, ça ne leur plaît pas, on a envie de dire, faut qu'ils essayent avant. Bon, un stage. Or, et là, ça commence à devenir rigolo. Parce que Sophie, tu sais comme moi,
qu'en théorie, on n'a même pas le droit de foutre des gamins à l'hôpital. Tu es C'est ça. d'accord? Oui, Alors ça j'aimerais bien quand même qu'on le note dans les propositions les scribes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des étudiants qui arrivent en école d'infirmier qui disent « Oh là 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 là, ce métier, c'est pas pour moi », mais si jamais ils veulent faire un stage à l'hôpital avant, en fait, ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont mineurs. Et il faut donc qu'ils voilà. fassent la prépa sinon. Il faut qu'ils fassent Oui, une alors, prépa et s'ils font une ouais. prépa, ils peuvent Non, faire non, un faut pas stage. qu'ils fassent la prépa. S'ils font la prépa, ils seront décalés pour Parcoursup. Parcoursup, les prépas, c'est poubelle. Faire attention à ça. Hein. Il faut faire très attention. Dans Parcoursup, il y a la notion de être dans sa bonne année. Si jamais tu fais la prépa, tu as intérêt à bien le motiver. Donc, c'est. Alors, moi, je pense qu'une des propositions, c'est. Alors, comme moi, je suis docteur, je fais venir des gens dans. Je suis hors la loi. Tous les étudiants qui veulent venir, des copains, moi, je les fais venir. Mais l'école devra organiser des stages, notamment à l'hôpital, et les directions d'hôpitaux devraient arrêter d'embêter les gens pour faire des stages. On nous demande des conventions, une convention de stage, d'accord, mais il faut lever les interdits. Sinon après on peut pas vanter ça. Sophie, donc tu avais commencé ton propos par il faut plus de postes. Ma question est la suivante. Je vais tourner ma question à l'envers. Si à l'hôpital, il y avait les bons ratios, avec finalement des infirmières qui bossaient aujourd'hui avec des ratios de nombre de patients limités par rapport par infirmière, et que finalement, et puis ça existe, heureusement, il y a quand même des établissements où ça se passe bien, et puis il y a des services où ça tourne, et heureusement, on ne peut pas dire non plus que c'est l'enfer partout. En admettant que les services tournent bien et qu'on mette nos étudiants dedans, globalement, est-ce qu'il y a des choses à changer dans les études d'infirmières et aides-soignants? Est-ce qu'il y a des gros problèmes? Tu as parlé tout à l'heure quand même t'as quand même parlé du nombre d'enseignants, hein. Ça, c'est un vrai souci, hein. Oui, parce qu'on se retrouve à la prise en charge, parce qu'en IFSI, on n'est pas juste là pour… on les accompagne, quoi. On est vraiment dans un accompagnement de l'étudiant au quotidien. Et si on diminue aussi le nombre de formateurs dans les IFSI, on va se retrouver à avoir plus d'étudiants en suivi. Et donc, on prend quand même beaucoup de temps. Enfin, moi, je sais que j'ai 25 étudiants en suivi pédagogique, c'est-à-dire 1 heure à chaque fin de semestre, voire 1h30 avec l'étudiant pour reprendre le stage qu'il a vécu en stage, des analyses de situation, reprendre ça avec lui. Si on n'a pas ce temps-là, ça va être compliqué. On a besoin de ce temps pour les accompagner au mieux. Après, dans les services, il y a aussi ce travail qui se fait entre l'IFSI et les services, l'accompagnement qui va se faire entre les deux, parce que c'est pas, il n'y a pas une barrière entre les deux. On est dans un accompagnement, on travaille ensemble avec les services. Mais s'il y a moins de personnel, obligatoirement, ils ont moins de temps pour suivre les étudiants, puisqu'ils se retrouvent aussi en médecine, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas de temps et qu'elles sont débordées par leur travail, comment elles vont pouvoir accompagner au mieux l'étudiant qui est là derrière pour apprendre? Ok. Donc, les scribes, proposition, nombre de formateurs et améliorer le quotidien des infirmières en poste. C'est ça qui, à mon avis, conditionnera les études et l'attractivité. Il faut savoir que là, actuellement, on a du mal à faire les suivis, aller les voir en stage. Donc, il y a un vrai problème de formateurs. Personne n'en parle. Hein. Personne n'en parle. Il y a tous les politiques qui disent, moi le premier, enfin, je ne suis pas un politique, mais moi le premier, il faut augmenter le nombre de postes. Et en fait, comment on les forme? Donc, en fait, il faut vraiment, c'est un vrai sujet. Emmanuel, on a beaucoup parlé. Emmanuel, tu nous écoutes patiemment. Je voulais aussi insister sur un autre truc tout à l'heure. Moi, je voulais quand même insister sur la précarité financière qui a été signalée tout à l'heure. Oui. Un externe, il travaille à mi-temps à l'hôpital, 20 heures par semaine, et à mi-temps à la fac. Et il prépare un concours très difficile qui est celui de l'internat. Un externe, il est payé entre 208 et 320 € par mois. Il n'a pas le temps de préparer dans de bonnes conditions son concours de l'internat, tout en ayant un petit boulot, encore faut-il le caser la nuit. Donc, ça, c'est pour les externes. Si je reprends, alors, les infirmiers, mais moi, j'ai une fille qui est étudiante en orthophonie, donc je connais par exemple les orthophonistes, mais je crois que c'est vrai de beaucoup de professions paramédicales. Les stages ne sont jamais rémunérés. Donc, si le jeune n'a pas des parents qui peuvent l'aider sur le plan financier à bien faire ses études, ce sont des études qui demandent quand même beaucoup de travail personnel, il faut le savoir. Comme les stages ne sont jamais financiers, eh ben, c'est pareil, il faut qu'il trouve un travail. Et là, c'est comme ça qu'on génère une précarité financière
Et puis, c'est un vrai Et problème et du d'attractivité. burn-out. Et puis, voilà. Et du Et burn-out. puis enfin, dans l'attractivité des professions, il faut quand même regarder comment elles sont payées à la sortie. Et si vous regardez comment est payée une infirmière, un orthophoniste, alors qu'il a un très très bon niveau d'études, bah, c'est très clairement ridicule. Bon, et donc ça aussi, ce sont des questions que les étudiants se posent. Est-ce que je vais pouvoir vivre de mon métier? Et moi, je l'entends de ma fille qui est en 5e année aujourd'hui et qui va donc être amenée à s'installer bientôt et qui réfléchit à comment s'en sortir financièrement une fois diplômée. Donc Alors, ça contribue à l'attractivité. Nous, on a une proposition très, très simple, hein, Laurence. Aucun interne à moins de 2 000 euros. Aucune infirmière à moins de 2 000 euros. Pour les externes, non, mais c'est très sérieux, Sophie, rigole pas. Ne casse pas ma motivation. Ne casse pas ma motivation. Non, mais ça me semble tellement Oui, mais il faut le faire. irréel. Oui, mais tu sais, il faut le faire quand même. Il faut le faire quand même. Tu sais, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que toi, là, on ne va pas avoir le temps, mais après, une infirmière, elle doit se loger pour aller travailler dans un CHU qui est en plein centre-ville de Lille, d'une grande ville. Donc, on n'a pas le choix. Emmanuel, et les externes, je n'ai pas la question. Donc, si on augmente les externes, il faut probablement les mettre à 750 euros ou 500 euros ou 600 euros. Emmanuel, tu te bats contre une réforme. On en est où de ce combat-là? C'est mort. La réforme, elle est passée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, toi, tu dénonces une réforme. Là, on est dans les propositions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider à changer cette réforme? J'ai rencontré Stéphanie Rist, qui était très… Elle avouait que la réforme avait été mal faite. Elle l'avouait. Elle disait, ouais, c'est vrai, c'est pas terrible. Il y a des doyens qui ont fait n'importe quoi, mais tout en se lavant les mains, ce que je trouve absolument scandaleux. Et en se réfugiant sur l'autonomie des universités et en fait en ironisant avec moi en disant ah ben oui, mais vous voulez des universités autonomes, ben, résultat elles font des concours de santé autonomes, donc il y a des doyens qui le font bien puis des doyens qui le font pas bien. Qu'est-ce qu'on doit faire, Emmanuel? Alors, tu parles de Madame Rist. Effectivement, Madame Rist, on l'a eu plusieurs fois, on a essayé de l'avoir plusieurs fois en ligne et de toute façon, elle a un discours qui va selon le vent, mais elle a une grande part de responsabilité dans ce fiasco. La réforme, elle est passée. Hein, elle est passée l'année dernière, il y a 2 ans. Elle a été votée en 2019, appliquée en l'année 2020-2021, appliquée très rapidement, trop rapidement, dans une période de crise, forcément. Donc, ça n'a pas aidé. Hein. Effectivement, on est arrivé dans une autonomie des universités qui font un peu ce qu'elles veulent, hein, voilà. Mais le gouvernement en est très content, puisque de toute façon, ils ont tous marché la main dans la main l'année dernière. Voilà. Nous, on s'est battus, on se bat encore, et on a effectivement encore des propositions. D'accord ? On a eu des combats qu'on a gagnés. Il faut savoir que l'année dernière, on s'est battu pour rattraper des places qui étaient promises aux élèves qui rentraient aux étudiants qui rentraient dans cette formation. On a gagné 1000 places au Conseil d'État. Il y a 15 universités et l'État qui ont été condamnés par le Conseil d'État 2 fois l'année dernière. Le Conseil d'État les a condamnés 2 fois, ce qui n'est pas rien quand même. Donc, on a gagné ce combat. Donc, on a 2500 places qui ont été créées l'année dernière, dont 1000 qui ont été sauvées par l'action du collectif. Aujourd'hui, le gouvernement se réjouit d'avoir créé 2500 places en omettant très bien que parmi ces 2500 places, il y a 1000 places qui ont été, pour lesquelles ils ont été condamnés. Voilà. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est une harmonisation des formations dans les facultés. Parce qu'on a des situations qui sont inacceptables et des disparités qui se font dans les territoires. Par exemple, cette année encore, comme l'année dernière, mais à l'université de Toulouse, il faut savoir qu'après la première session d'examen, sur 1200 gamins, 800 ont été éliminés pour une note éliminatoire. 800 sur 1200. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui sont rentrés en passe LAS et qui, au mois de janvier, on leur dit « c'est terminé pour vous. Vous avez utilisé votre première chance ». Voilà. C'est inacceptable, bien sûr. Ça, c'est un exemple. Hein.
Il y en a plein d'autres, des exemples Je peux te Oui. donner un deuxième exemple, Lille. Oui, je peux te donner. Moi, je t'en donne un. Ouais, vas-y. Le fils de mon meilleur ami qui veut être kiné. Il fait le choix d'aller en passe. Un peu comme ça, quoi. Entre la LAS et la passe. Il fait le choix d'aller en passe. Il apprend une semaine après les examens d'hiver qu'en fait, lui qui veut être kiné, alors qu'à Lille, ils sont 2500, il y a en fait 60 places en kiné dans la passe et 120 dans la LAS. Personne ne leur a dit. Non. Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'en fait, on pousse l'ironie, on pousse le côté abject et l'ironie jusqu'à ne pas donner toutes les informations. Et on parle de gamins qui ont 17 ans, quoi. On les bousille. Arnaud, cette réforme est née sur un mensonge d'État, hein, on le dit. Il a été écrit dans la loi, c'est écrit noir sur blanc, que l'année de transition entre PACES, les anciens, et PASLAS, il devait y avoir une augmentation exceptionnelle. D'après les calculs, parce qu'il y a eu des facs pilotes qui ont été à Paris notamment, qui ont été mis en place à Paris, à Angers, à Brest, et en moyenne, le nombre de places, le pourcentage a été augmenté par rapport au dernier numerus clausus, avait été augmenté de plus de 30%, notamment à la Sorbonne, 47%. Eh bien, il faut savoir que dans toutes les autres facs de France, quand ça a été mis en place l'année dernière, ce taux d'augmentation de place ne dépassait rarement que 15%, 10%. En médecine à Rouen, par exemple, chez moi, c'était 6,7% de places supplémentaires. Donc, en fait, on a envoyé des enfants, parce que les chiffres, quand ils se sont inscrits à Parcoursup, normalement, auraient dû être publiés. D'accord? Ils ont été publiés 1 an en retard. C'est-à-dire qu'ils ont été publiés après qu'ils aient passé leur première session d'examen. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés en disant, mais mince, on n'a pas les places qu'on voulait. Et on a un taux de réussite qui est à 12%, 13%, alors qu'on leur vendait un taux de réussite de première année, pour les premières années, d'au-delà de 20%, 25%, mieux que ce qui se faisait avant avec les PACES. Et donc, cette réforme, elle est née sur ce mensonge. Et un mensonge qui a été dit quand on a parlé de l'arrêt du numerus clausus qui existe toujours, il s'appelle juste numerus apertus. Donc, il y a plein de mensonges. Et donc, ces gamins sont arrivés sur des mensonges. Voilà. Emmanuel, oui. On aborde nos 5 minutes de solutions. Ouais. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi les solutions pour Emmanuel Dastorg sur ce problème-là? Les solutions, c'est d'abord, et ça c'est la proposition qu'il faut que les candidats retiennent, c'est qu'il faut rajouter les places qui sont manquantes pour cette génération 2020-2021 qui est perdue. Voilà, 2021-2000, oui c'est ça, 2020-2021, qui est une génération sacrifiée. La solution, c'est après de nous dire, mais là on peut plus, il n'y a pas assez de formateurs. On en parlait tout à l'heure. La solution, c'est d'élargir les champs de formation. Et là, pour le coup, la loi existe depuis 2000. Je rappelle que depuis 2011, il y a des conventions possibles à passer avec le privé, notamment, ou avec des structures de médecine, de maisons médicales, pour accueillir les étudiants. Donc, il faut élargir. Or, aujourd'hui, on se retrouve face à des doyens qui font du corporatisme et qui veulent garder les internes chez eux, puisque finalement, ça coûte pas cher. Donc, il faut les garder, il ne faut pas les envoyer ailleurs. Puis s'ils partent ailleurs, hein, Laurence vous le dira, hein, mais s'ils partent ailleurs, ils trouveront des formations qui sont plus agréables à vivre et moins difficiles et avec moins de maltraitance. Et donc, les étudiants choisiront ces études-là. Donc ça, il faut élargir ces champs de formation parce que ça existe, on peut le faire. Et enfin, dernier point, parce que ça, c'est le dernier point de cette réforme qui est aussi très important. Il y en a plein encore et ce serait bien qu'on puisse continuer à l'aborder, tu le disais tout à l'heure. Mais quelque chose qui est très important, c'est ces fameux… S'il faut, on le fera, Emmanuel. S'il faut, on le fera. Une deuxième session. Je termine sur ce fameux oral, qui a tant été décrié. Il faut savoir qu'on veut que les médecins maintenant soient des gens pleins d'empathie. À croire que vous, les médecins, vous n'avez pas d'empathie. Voilà comment on vous considère. Ces oraux où on demande aux gamins de parler de la fonte des glaces, de la barrière de corail pour décider s'ils peuvent être médecins ou pas.
que sur une barrière de chorale, un gamin qui est 40e aux écrits se retrouve 400e après l'oral de 10 minutes, eh bien, il faut en finir avec ces oraux qui n'ont rien à voir, avec des gens qui viennent les juger, qui ne connaissent pas le monde médical, donc ils ne savent même pas pourquoi ils les jugent et pourquoi ils les notent. Mais il faut en finir avec ces oraux qui valent 70% à certains endroits, 20% à d'autres. Et il faut que ce soit qu'on revienne à s'il faut un oral, il faut que ce soit des gens de l'hôpital ou des gens de la santé qui disent à ces gamins, oui, vous pouvez y aller parce que c'est un métier compliqué, oui, il faut de l'humain, oui, vous avez de l'humain, et oui, vous pouvez, on peut vous donner un laïus pour que vous puissiez aller dans les hôpitaux et dans ce monde médical. Donc ça, il faut revoir ces oraux, ces terrains de stage, harmoniser le travail entre les LAS, entre les différents parcours, harmoniser tout ça parce qu'il y a des inégalités flagrantes et surtout parce que ça, on n'en sortira jamais et on ne sortira jamais de cette inégalité de cette réforme. Il faut rattraper ces places perdues. Le message est passé, Emmanuel. Le message est passé. Le mec qui a pondu la barrière de corail et qui a recalé des mômes, ce mec-là doit aller en tôle. Hein. Il doit aller en tôle. Pour le mal-être. Plusieurs. Hein. Ils doivent tous aller en tôle. À toi, Sophie, solution. Il faut aller vite parce que derrière, on a les questions. Solution en 1-2 minutes. Ben, solution, il y a tellement de choses. Si tu estimes qu'on les a déjà abordés, tu me dis, Arnaud, on a fait le tour. On a abordé, mais il y a un point qu'on n'a pas abordé quand même, c'est l'espèce de passerelle qu'ils veulent faire entre le PASS-LAS et la deuxième année d'école d'infirmière. J'étais pas au courant. C'est impossible à faire. C'est impossible parce qu'en première année, on aborde tout ce qui est cœur de métier et entre autres le raisonnement clinique, les soins de bien-être et de confort et tout, et qu'arrivés en deuxième année, ils vont être parachutés, ils n'auront pas le cœur de métier de la première année. Donc, c'est quelque chose qui est impossible à faire. Est-ce qu'il faut faire cette passerelle? Je dis n'importe quoi, Sophie, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il faut dans ces cas-là prévoir une petite session début septembre, fin août, de remise à niveau pour permettre ça? Ah mais non, mais c'est même pas possible parce que c'est des UE entières. Donc, oui, mais alors, au niveau du semestre, c'est des heures. C'est des heures plus les stages. Les stages, il faut les faire. Oui, mais alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gamins-là doivent repasser Parcoursup? Non, il faudrait qu'ils puissent rentrer en école d'infirmière dès la première, enfin, qu'ils rentrent en première année, après un oral, tout simplement. Pourquoi refaire Parcoursup? C'est nul, Parcoursup. On ne sait pas qui on a en face de nous. Alors. Oui, mais c'est pas. Écoute-moi. Imagine l'étudiant en médecine qui a 14 de moyenne, qui n'est pas pris en médecine. C'est un peu hard de lui dire tu retournes en première année d'infirmière, quoi. Il faut imaginer. C'est un autre métier, c'est pas la même chose. Ouais, on peut pas aller arriver en deuxième. Non, mais tu crois pas qu'on peut imaginer un système de rattrapage, de prépa estivale, orale? Il n'y a pas moyen de. Mais on est déjà sur. Enfin, nous, mi-août, on refait passer déjà les partiels de ceux qui n'ont pas validé leur première année. Ouais. Donc, on ne peut pas multiplier. C'est impossible. Sujet à creuser. Laurence, les propositions, on en a déjà un peu parlé, on a parlé de la rémunération. Autre proposition forte, vous avez dit donc j'ai parlé, temps de travail, ça, je crois que c'est la proposition numéro 1. 2, s'intéresser effectivement aux rémunérations des étudiants. Je parle des externes, mais également des étudiants, les infirmiers, les orthophonistes, parce que ceux-là ne sont absolument pas payés. Et quand je dis s'y intéresser, c'est mettre des montants en face, mais aussi des financements, parce que ce n'est pas un praticien qui est en libéral qui va pouvoir financer un stagiaire. Voilà, donc il faut trouver des modes de financement. 3, la question de la maltraitance que j'ai évoquée tout à l'heure. Je crois que si nous intégrons dans la formation initiale et continue des professions de santé et en particulier de celles de médecine, des modules sur le management et sur la question des risques psychosociaux en milieu de travail, nous éviterions beaucoup de maltraitance en stage. Oui, je parle bien de formation initiale et continue. Hein. Oui, c'est excellent. 2, il faut que les hôpitaux déploient des dispositifs de prévention sur les risques psychosociaux. Ce n'est pas fait actuellement. Mais là, je parle de dispositifs qui ne touchent pas que les étudiants, mais qui touchent l'ensemble des personnels. Parce que c'est parce que tout le monde est formé qu'on est capable de repérer les risques chez ses collègues. Et donc là, moi, je ne parle pas de cellules d'écoute. Je parle plutôt de sensibilisation à grande échelle.
c'est une demi-journée de formation. Hein. Ce n'est pas des choses lourdes, ce ne sont pas des choses coûteuses et ce sont des choses qui se pratiquent partout ailleurs. 3, je reviens sur la question des terrains de stage. Je pense qu'il faut les élargir effectivement, les élargir au privé. D'abord parce que la plupart de ces étudiants ne travailleront pas à l'hôpital. Hein. Laurence, vous savez comment ça se passe aujourd'hui? Moi, je travaille dans le privé. Je voulais faire venir des internes. Vous savez comment ça se passe pour augmenter les terrains de stage? Vous savez de qui il faut l'accord? Oui, non, mais… des doyens. Et en fait, les doyens, souvent, ils veulent garder les étudiants. Oui. Il faut arrêter de prendre en otage les jeunes dans les hôpitaux. Ils doivent faire des stages partout, de façon élargie. Il faut les aider, je pense en particulier, ceux de médecine trouvent facilement leur stage, c'est très organisé. Pour les autres, il faut les aider à les trouver, notamment pour les plus jeunes, pour les débuts de parcours de formation. Quand on est en première ou en deuxième année, c'est très dur de trouver son stage tout seul. Et il appartient quand même aux universités d'aider les étudiants sur ces questions-là. Et puis, pour élargir les stages, il faut former les encadrants hein, aussi. Il ne faut pas oublier qu'un stagiaire, il ne doit pas être livré à lui-même. Bien sûr. Et puis, pour conclure, je crois que vraiment, si on veut rompre l'omerta, et je reviens sur cette affaire d'Esprit Carabin, eh bien, il faut condamner les délinquants. Il ne faut pas hésiter à dénoncer, parce que dénoncer, c'est sauver des vies. Dénoncer, c'est protéger des victimes. Voilà. Et ça, tant qu'on n'en arrivera pas là, eh bien, on continuera d'accepter l'inacceptable. Voilà. Est-ce que vous, au-delà de… dans le cadre de votre drame personnel, Laurence, où vous avez mis en avant le burn-out de votre fille, il y avait eu des histoires aussi de harcèlement ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Ma fille était dans un stage extrêmement bienveillant, donc elle a été surtout victime des conditions de travail, d'un travail extrême, non encadré, au sens que personne ne contrôlait son temps de travail, elle travaillait 80 heures par semaine, plus les week-ends. Elle était en premier semestre d'internat dans un service particulièrement… Quelle spécialité? Hépatogastro, à Lyon. Ouais. Merci Laurence. Écoutez Emmanuel, Sophie et Laurence, on va voir s'il y a des questions dans la salle. Alors, nos modérateurs. Oui, coucou. Alors, beaucoup de réactions dans les commentaires. C'est vraiment un sujet qui passionne tout le monde. Alors, j'ai essayé de regrouper sur 3 grands thèmes, mais là, Laurence vient de répondre à beaucoup, en fait. Le premier grand thème, donc de la maltraitance, où quelque part, nous soignants, nous sommes acteurs complètement de cette maltraitance pour plusieurs raisons qui ont été relevées par le fait qu'il manque de soignants et que les étudiants, en fait, sont en fait utilisés comme professionnels, comme main-d'œuvre à bon marché et que ça arrange un petit peu tout le monde. Donc, à partir de là, quand on est complice un petit peu de ce système, quelque part, on entre dans la maltraitance. Donc, effectivement, peut-être une des propositions dont tu parlais, Arnaud, c'est effectivement d'augmenter le personnel, mais partout, que ce soit le personnel encadrant et le personnel dans les services. Ensuite, parce qu'on a aussi la fermeture de lits. Fermeture de lits, ça implique quoi aussi? C'est qu'on a moins la possibilité d'apprendre. Donc, en fait, on a des étudiants plus nombreux sur des terrains de stage qui, quelque part, ont moins de soins à apprendre avec moins de personnel. Et effectivement, ça favorise cette concurrence dont tu parlais tout à l'heure, Arnaud. C'est fou quand même. Une mesure, tu vois, les mesures domino, la mesure des ratios, d'instaurer des ratios patients-infirmiers dans les hôpitaux, ça révolutionne l'hôpital et l'organisation du soin. Il y aurait une action sur le bien-être des professionnels en poste, ça aurait donc une action sur l'attractivité, ça aurait donc une action, si attractivité, sur le capacitaire. Si ça a un effet sur le capacitaire, ça a une action sur les déprogrammations. C'est incroyable, ça fout la trouille. Hein. Ça veut dire que si nous, excuse-moi Myriam, je te rends la parole tout de suite, hein, mais les scribes, là, si vous pouviez noter mon petit raisonnement là, parce que ça veut dire que si nous, professionnels de terrain, on est capable de faire ce lien-là entre tous les items et que les tutelles ne le font pas, ou alors le font et n'appliquent pas, ce qui est encore plus grave, on a un vrai problème et ça légitimise ce que fait le vrai Ségur de la santé. Vas-y Myriam, continue.
Oui, c'est carrément un effet domino, tout ça. Et donc, en fait, Laurence, vous avez un peu proposé ça par rapport à ce sujet de tabou, d'omerta, le fait que vous ayez parlé tout à l'heure qu'il y a une procédure de signalement qui a été mise en place, mais le signalement, c'est trop tard. Effectivement, c'est plutôt dans la prévention, la formation et l'information des professionnels qu'on pourrait être efficace. Le deuxième sujet, ça concerne les étudiants étrangers. On nous a fait plusieurs commentaires sur la Suisse et l'Allemagne pour qui, a priori, ça se passe nettement mieux, qui sont assez stupéfaits de la souffrance qu'il peut y avoir en France. Et donc, il y avait une question sur le fait, est-ce que vous avez des chiffres des étudiants qui partiraient du coup à l'étranger? Alors, en fait, faut savoir que cette réforme, qui était censée former plus de médecins en France, a contribué l'année dernière pour la formation, pour la génération qui est arrivée dans cette réforme, a contribué à un vaste départ, soit un arrêt complet ils ont disparu, les gamins, on ne sait pas ce qu'ils font maintenant, soit un départ à l'étranger. Il faut savoir qu'en Belgique, par exemple, il y a plus de 150% de demandes d'étudiants français à la rentrée, là. Beaucoup de départs en Espagne, au Portugal, en Roumanie. En Roumanie, ils ont créé une deuxième université de médecine parce qu'il y a beaucoup de demandes en France. Et donc, en fait, Monsieur Macron qui nous disait de traverser la route pour demander un travail, et ben, il a fait traverser la frontière aux étudiants français pour pour devenir médecin. Cette réforme, elle a créé de l'absurde. On est dans l'ubuesque complet. Maintenant, on peut faire de l'INDI pour devenir médecin. On parlait de droit tout à l'heure. Il y a aussi de l'INDI comme langue orientale. Voilà ce qu'on demande aujourd'hui. C'est ubuesque, c'est un non-sens complet. Cette réforme, elle partait d'un principe qui était joli. Avoir des profils différenciés. Et là, l'enfer est pavé de bonnes intentions et on les a plongés dans un enfer, les gamins. Il y a plein, voilà. Donc, tout à l'heure, je voyais un mot passer en parlant de ces étudiants parisiens qui étaient pris et puis qui se retrouvent qu'à 400e. Il faut savoir que le Conseil d'État à Paris leur a donné raison à ces 42 étudiants, 38 étudiants, je ne sais plus combien ils étaient. Il leur a donné raison, comme quoi ils avaient raison, qu'il fallait c'était pas normal ce qui s'était passé. Mais comme c'était trop tard, on ne pouvait pas les réintégrer. Moi, je pense que les facultés auraient pu les réintégrer et auraient dû les réintégrer puisque la loi et le Conseil d'État disaient qu'il fallait qu'ils soient. Mais voilà, cette réforme, elle a créé une fuite, un abandon et une fuite de nos jeunes vers l'étranger. C'est terrible. Et là, tout à l'heure, on parlait d'un moratoire pour Parcoursup. J'ai vu passer aussi de quelqu'un du membre du collectif qu'il fallait un moratoire sur les études de santé. Je crois qu'il a fallu à peine 1 an et demi pour se rendre compte que ces études de santé c'était un grand n'importe quoi. Et je pense qu'il faudrait revoir ça parce que c'est complètement… c'est un non-sens complet, ces études de santé. Voilà. Merci Emmanuel. Myriam, il y a d'autres questions, remarques? Il y avait un dernier point, en fait, c'était plus une réflexion qu'une question concernant le revenu, le manque de moyens financiers des étudiants. Et quelque part, une des propositions serait de proposer un revenu universel pour tous les étudiants, pas seulement en santé, en fait. Un revenu minimum pour que tous les jeunes puissent accéder aux études. Voilà. Il n'y a pas un politique là qui a proposé ça, non? Je ne sais pas. Il est peut-être dans notre salle. C'est peut-être lui. Je ne sais pas. Non. C'est Yannick Jadot qui a proposé ça. Il y a un truc comme ça. Je crois que c'était Mélenchon, moi. Il ne voulait pas faire un revenu, ou Le Pen, un revenu pour les jeunes. Ah non, c'est une défiscalisation. Il y a un truc comme ça qui circule. À savoir que c'est en action dans certains pays nordiques, déjà. C'est-à-dire que dans certains pays nordiques, Myriam, ce que tu veux dire, c'est qu'à partir du moment où on est étudiant, on touche un revenu. Un revenu minimum. En fait. Un revenu minimum qui permet. Alors, pour être un peu informé sur tout ce qui se fait un peu partout en médecine, je peux vous dire que les pays nordiques, ils ont juste 30 ans d'avance sur nous. Hein, pour tout. Les ratios, c'est du délire. Hein. Les ratios, je ne sais pas si tu le sais, Sophie, mais en réanimation, parce que moi, je me suis beaucoup intéressé à la sédation en réanimation. Et alors, à l'époque, si tu veux, eux, ils disaient, il y avait des études très fortes, très puissantes, qui disaient qu'en fait, on diminuait la durée de séjour en réanimation et la morbidité des malades quand, en fait, on arrêtait grosso modo, qu'on arrêtait de les sédater. Alors, nous, en France, on disait, mais merde, malade intubé, dialyse, tout ça, on arrête de les sédater, mais on fait comment? Ah, le ratio, c'est 1 pour 1.
Ah oui, ah oui. Donc, en fait, c'est voilà. plus simple. Ouais, voilà. Il y a quand même sur cette histoire de ratio, j'y reviens, un effet domino surtout, une fameuse étude australienne de juin 2001 qui montre bien sur plein d'hôpitaux un nombre de soignants incroyable et un nombre de patients incroyable. Étude australienne de 2021 qui dit bien que si on augmente le nombre de paramédicaux dans les hôpitaux, on diminue la mortalité et la morbidité et qu'en fait, on gagne de l'argent. On gagne de l'argent parce que eh bien, en fait, le coût gagné est moindre que le coût de formation. Sophie, tu veux nous redire quelque chose? Myriam, tu surveilles l'heure, s'il te plaît? Ben, moi, je me dis que Oui, il nous reste 1 minute. c'est une formation par alternance. Dans beaucoup de métiers, la formation par alternance, ils sont payés, les jeunes sont payés par l'entreprise. Eh ben, pourquoi on ne fait pas pareil à l'hôpital? Tout à fait. Voilà. Oui, ça fait partie en fait aussi peut-être d'une refonte complètement de l'organisation des formations. Effectivement, à l'identique pour les formations de spécialisation infirmière. Effectivement. Ouais. Bon, il est 15. C'est ça. Myriam? Oui, c'est ça, c'est l'heure. Merci à tous. J'espère que vous n'êtes pas frustrés, que vous avez pu exprimer, Laurence, Sophie, Emmanuel, ce qui vous semblait important. Dites-moi juste ça. On n'a pas abordé tous les points, mais peut-être une prochaine fois. Non, mais si on n'a pas… Non, mais alors c'est très simple. On a une obligation de résultat, Sophie. Tu vois, c'est pas comme en médecine. On a une obligation de moyens en médecine. Nous, Vrai Ségur de la Santé, collectif Santé en danger, on a une obligation de résultat. Donc, si tu estimes qu'il y a des mois, les scripts, vous notez ça pour informer Audrey. Si tu estimes qu'il faut une session supplémentaire, on la fait. Voilà, je pense qu'il y a d'autres points encore à aborder. Ok. Et ben voilà. L'acte 2, on va juste organiser, Sophie. On reviendra avec toi. Emmanuel aussi? Oui, il y a des choses. Si Laurence elle est OK, moi, je serais assez d'avis de reconduire le trio gagnant des études. Merci. Okay. Merci à tous. OK. Vous, les scribes, vous informez Audrey Sed qu'elle doit trouver un créneau pour Emmanuel, Sophie et Laurence. Emmanuel, Sophie et Laurence, juste sur 2 points des créneaux. En fait, on commence à arriver au bout de nos créneaux du midi étalés pendant 40 jours. Il se peut qu'on vous propose un créneau de fin d'après-midi. Voilà. Après, vous nous direz 17, 18, 19 heures ou 20 heures. Voilà. OK. Vous nous direz, on fera au mieux, on fait à la carte. Merci à tous les gens qui étaient là. Merci beaucoup de partager ça. Vous retrouverez cette audition sur la chaîne YouTube. Merci Myriam, merci les scribes. Je crois qu'il y avait Cécile qui était là aussi. Merci à tous pour les témoignages. Merci encore. J'espère que ça vous a plu. On est en train de préparer aussi des feuilles d'évaluation d'audition pour voir s'il y a des choses à rectifier. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir Laurence. Merci.